En fait, nous souhaitions marquer le coup pour les 20 ans de la création des comités locaux dans la région Rhône-Alpes, parce qu'Attaque France s'est créé il y a 21 ans maintenant, et les comités locaux à peu près il y a 20 ans, et notamment le comité local d'Attaque Savoie s'est créé en septembre 1999 à Montmélian. Donc c'était vraiment un lieu un peu symbolique aussi d'y revenir 20 ans après pour fêter cet anniversaire. C'était aussi l'occasion de réunir des comités locaux de toute la région ainsi que des membres fondateurs d'Attaque pour essayer de créer une dynamique et une convergence aussi, mieux se connaître, se rencontrer, échanger pour pouvoir ensuite lutter ensemble. Et nous en avons profité aussi pour mener des actions de formation des militants, puisque nous avons eu ce matin des ateliers de formation, on en a eu aussi cet après-midi, et je crois que c'était une belle réussite parce que tout le monde a fait un peu le plein. Donc on est très content de cette première. Le fait de revendiquer la cotisation sociale, il faut vraiment l'affirmer. On n'est pas d'accord sur la baisse des cotisations sociales, et même on en veut plus. On en veut plus. Moi, je travaille sur la gratuité des transports, tout ça, et on revendique plus de cotisations sociales pour les transports, tout ça. C'est-à-dire qu'au lieu de toujours dire, essayons de minimiser par rapport à ce qu'on se prend sur la gueule, soyons offensifs, demandons plus. Parce que c'est le seul moyen justement de s'affirmer sur un autre système, qu'on refuse de ce système, parce que ce système emploi, on sait que même si on arrive à négocier 2-3 trucs, qu'on arrive, c'est vrai qu'avec les Gilets jaunes, il a mis un peu d'eau dans son vin, Macron. Alors il peut en mettre un peu plus, effectivement. Mais si le système emploi est instauré, après il sera là, et puis il sera là pour longtemps. Effectivement, on liste les membres fondateurs, ce qui est incontournable. Et ça ne veut pas dire qu'Attaque est fermée aux autres organisations. J'ai jamais vu ça, ça fait 20 ans que je suis à Attaque, j'ai jamais vu ce que tu dis. Donc voilà, je m'étonne d'ailleurs de ce que tu dis. Bah, je te dis, moi en tant que membre, je ne suis pas une membre fondatrice, j'étais extrêmement surprise de certaines attitudes de ce genre et j'ai interpellé et je suis tombée devant des portes fermées. Donc je vous le dis juste, si vous n'êtes pas de ce point de vue, ok. Mais encore une fois, pourquoi c'est possible qu'il y ait... Tu vois, donc, et la réponse était toujours la même. Donc pour moi, c'est grave. Je pense que c'était une journée Attaque. Je veux dire, la semaine dernière à Aix, on a fait une journée avec toutes les associations. Et donc c'était une journée ouverte pour les associations, justement pour qu'il y ait un dialogue. Alors qu'aujourd'hui, c'était nos 20 ans d'Attaque. Et donc on a une partie fermée jusqu'à 3h30 et après on ouvre. Oui, oui. Et donc là, tout le monde peut venir après. Et ce matin, c'était Attaque. Donc c'était les membres fondateurs et c'était Attaque. Oui, oui. Voilà. Dimanche, on a justement un mouvement de convergence avec des Gilets jaunes, des partis politiques, des syndicats par rapport à la défense des barrages savoyards. C'est donc le collectif Faisons Barrage dont Attaque Savoie fait partie. Et les risques sont les mêmes. Les barrages savoyards, qu'ils soient d'une vallée ou d'une autre, sont tous concernés par cette future privatisation envisagée par le gouvernement. Et ça pose d'énormes problèmes ça va poser d'énormes problèmes pour les populations
préoccupation à tous les points de vue, au niveau environnemental, au niveau simplement alimentaire, hein, on a besoin d'eau pour vivre. Ça va poser des problèmes de sécurité aussi par rapport au risque de non-entretien de ces édifices énormes. Et puis ça va poser des problèmes aussi plus en aval par rapport à la sécurité des centrales nucléaires. Enfin voilà, c'est tout un package qui est extrêmement inquiétant. Et Attac Savoie se joint à tous les autres mouvements qui vont s'opposer à cette privatisation. Attac a été créé il y a 20 ans et sous une forme un peu très particulière, c'est-à-dire qu'il y a des adhésions individuelles, mais en même temps, il y a des associations ou des syndicats qui ont été cofondateurs d'Attac dès le départ. C'est ce qu'on appelle les membres fondateurs et qui ont été invités aujourd'hui. La plupart d'entre eux sont là, mais pas forcément tous. Moi, au cours, quelques-uns. Alors, il y a le DAL qui est présent ici. Il y a Mediapart. Parmi les personnes, il y a le syndicat de la magistrature. Solidaire. Il y a Solidaire. Il y a le monde diplomatique. Oui. Il y a la Confédération paysanne. Donc voilà. Ça fait un certain nombre d'associations qui ont été cofondateurs d'Attac dès le départ. 20 ans, c'est l'âge adulte. Hein, donc on a fait beaucoup de choses, je crois, en 20 ans. On a fait passer beaucoup d'informations, beaucoup d'idées dans la... Mais maintenant, on a encore plus de travail à faire parce qu'il faut agir et que la situation est très difficile en ce moment, très tendue. Donc il faut qu'on se batte. C'est essentiellement de la solidarité. C'est né sur l'idée de solidarité avec la taxe Tobin et la répartition au départ pour les pays du Sud. C'était une taxe internationale et maintenant on travaille sur des tas de domaines, sur l'évasion fiscale, sur les paradis fiscaux, sur voilà, la fiscalité en France bien entendu déjà. Justement, est-ce que sur ce point-là, la taxe Tobin, la fiscalité, au-delà de l'information, de la dénonciation, est-ce que vous avez pensé que ça a avancé ? Ça avance à pas de loup, mais ça avance un petit peu, puisqu'il y avait 10 pays européens qui étaient d'accord pour promouvoir. Et puis finalement, la France a plutôt freiné après, est revenue en arrière. Mais on n'est plus ridiculisé quand on parle de taxe Tobin. On nous dit plus, mais vous rêvez complètement, techniquement c'est pas possible, ce qui était une connerie incroyable. Les combats d'Attac, moi je trouve que Attac a été quand même précurseur sur un certain nombre de combats. Tout à fait. Et qu'on mène ces batailles effectivement. Alors on a des petits résultats, on a aussi eu quand même des résultats importants dans la mesure où certains procureurs généraux au tribunal, on nous ont dit qu'on menait des combats d'intérêt général. Oui, c'est important. Et donc ça, c'est très important. Oui, bon, oui. On l'a eu entre autres contre Apple, ce qui n'est pas rien, la BNP. Et puis on voit que Attac, donc précurseur, avait senti aussi qu'il ne fallait pas rester que sur la finance, mais qu'il fallait aussi aller voir dans d'autres domaines. Et là aussi, on était plutôt en avance, puisque depuis Rio, on travaille un peu sur l'environnement et sur cette nature verte que les prédateurs continuent à viser pour exploiter comme d'habitude. Donc voilà, moi je pense qu'en 20 ans, Attac a évolué, qu'on a évolué dans les combats et qu'on a évolué dans les manières de faire, et en particulier l'action citoyenne et la désobéissance civile. Ceux qui le souhaitent, on n'avait pas les moyens là aujourd'hui de vous en imprimer pour tout le monde, mais c'est pareil, ces guides juridiques sont disponibles en libre accès sur le site d'Attac. Non, vous pouvez aller le consulter, l'imprimer, le diffuser si vous le souhaitez, ou donner l'information une fois qu'il existe. Il y a également un guide qui a été fait par le syndicat de la magistrature sur les risques du militant, enfin le guide du militant interpellé. Eh bien, les traités de libre-échange sont complètement en contradiction flagrante avec ce qu'il faudrait faire pour freiner les échanges internationaux. On fait tout pour développer les échanges internationaux
Et alors qu'on échange avec le monde entier des produits qu'on pourrait très bien produire chez nous, que les Canadiens, les Chinois et les Mexicains, entre autres, peuvent produire chez eux. Donc voilà, c'est complètement, voilà, pour nous, c'est un combat majeur. La mondialisation est une aberration aujourd'hui. Et seulement, on entend 2 sons de cloche, ou bien, oh bah de toute façon, hein, c'est en route et ça continuera, hein, ou bien ça continuera, ou bien ceux qui sont déjà en train de freiner, nous en sommes peut-être, et je l'espère, et qui font des choix qui étonnent d'autres personnes, mais il faut les faire. Et naturellement, notre lutte aujourd'hui, c'est de lutter contre ceux qui réchauffent le plus le climat. Voilà. C'est qui ? Eh bien, nous avons justement une parade. Attaque Nationale a fait préparer une parade avec des marionnettes, des grandes marionnettes qui vont vraiment se voir. Et dans les manifestations, ça va porter. Et nous avons des écriteaux qui inscrivent quels sont ceux qui menacent le plus le climat, les multinationales, les banques. Un des points importants aussi, un de nos cibles, ce sont les multinationales. Les multinationales ont tous les droits. Alors on a parlé des accords de libre-échange qui leur donnent encore plus de droits, mais actuellement nous menons un combat avec notamment les Allemands, attaque Allemagne, attaque Autriche, attaque Suisse, puisqu'on va avoir au mois d'octobre à Genève une négociation pour rendre les multinationales responsables sur l'environnement et sur les travailleurs de ce que font leurs sous-traitants et leurs filiales. Non, mais vous voulez bien me laisser parler aux vrais médias? Oui, mais est-ce qu'on peut voter blanc? Non, mais vous voulez bien me laisser parler aux vrais médias? Oui, mais est-ce qu'on peut voter blanc? Sur la question des biens communs et la destruction des biens communs par Macron et son gouvernement, mais aussi comment on y répond, ce qui nous semblait que c'était, en tout cas, les biens communs, c'est d'abord la base de projets alternatifs face au projet capitaliste néolibéral autoritaire d'Emmanuel Macron. Et puis ça nous permet, j'espère, ça nous permettra de parler des mobilisations, des campagnes qu'on veut mener et de la manière dont on veut les mener pendant les mois à venir. Sachant, je fais une petite introduction là-dessus, mais que voilà, on vient de vivre quand même une année assez riche au niveau des mouvements sociaux, en tout cas, avec le mouvement des Gilets jaunes, de la justice sociale et fiscale, mais aussi de certaines convergences avec les mouvements pour le climat. Et c'est aussi comme ça qu'on a maintenant en commun les revendications de fin du monde, fin du mois, même combat, justice sociale, fiscale et environnementale. C'est vraiment le produit de ces convergences, mais aussi avec des mobilisations de plus en plus fortes pour la préservation des biens publics et des biens communs. Je pense à toutes les mobilisations sur les urgences, les mobilisations aussi, par exemple, sur l'école, contre la réforme Blanquer qu'on a eue par les parents d'élèves il y a quelques mois. Enfin, il y a plein de secteurs de la société qui se rendent compte à quel point en fait le projet de Macron de destruction des biens communs, de destruction de tous les mécanismes de solidarité est extrêmement brutal et qu'il est absolument nécessaire de se mobiliser contre ça. Mais ça amène aussi à, je dirais, des alliances sans doute inédites entre nous, des convergences inédites entre des cultures militantes très différentes. Et ça sera aussi notre capacité à converger, c'est-à-dire à ce que tu disais, j'ai bien aimé ton mot, à agréger, à être des agrégateurs de tous ces mouvements-là. Et en l'occurrence, Attaque, ça fait 20 ans qu'on essaye de jouer ce rôle-là, avec d'autres évidemment, mais je pense qu'on a au moins ce rôle-là important d'agrégation, de convergence entre des mouvements très différents, à la fois au niveau des revendications, parce que certains vont se battre pour le climat, d'autres vont se battre pour les droits sociaux des travailleurs, etc., contre les répressions policières, et d'autres, et c'est comment on arrive aussi à... En fait, quand on dit tous il faut changer le système, c'est ce que disent dans le mouvement climat les jeunes, changeons le système, pas le climat. En fait, c'est comment on change le système ensemble et comment on arrive à construire ensemble des projets alternatifs, parce qu'il n'y en a sans doute pas qu'un, et comment en fait la notion de bien commun, de socialisation des richesses, comment elle peut être la base de ces projets alternatifs. Et
Voilà, plus généralement, j'arrêterai là-dessus, c'est comment face à Emmanuel Macron qui essaye de restreindre progressivement l'économie socialisée, qui essaye en fait, d'élargir petit à petit les frontières de l'économie marchande et de ce qui répond au profit de court terme des capitaux. Donc lui, Macron, il essaye d'élargir de plus en plus ça, hein, cette économie-là, marchandisée, privatisée, dictée par la loi des profits de court terme des détenteurs de capitaux. Comment nous, on y oppose une économie qui soit socialisée, qui soit démocratisée. Et ça pose, je finirai là-dessus aussi, toute la question de la gestion démocratique de ce qu'est un bien commun. Donc la gestion démocratique aussi d'une entreprise publique, la gestion démocratique d'un service public, et particulièrement, on a ces débats-là aujourd'hui dans les collectifs contre la privatisation des aéroports de Paris, parce que c'est bien, c'est essentiel de vouloir un service public de l'aérien, mais comment on fait en sorte aussi qu'il soit sous contrôle citoyen, comment du coup, non seulement on se bat contre la privatisation de ces biens communs, mais comment aussi on invente de nouvelles formes d'entreprises et de services publics qui soient sous contrôle citoyen et qui répondent à l'intérêt général. Voilà, c'est très très large, mais c'est peut-être aussi pour lancer le débat, et puis j'espère que ça va nous permettre de parler du calendrier militant de ces mois à venir, comment aussi on se construit des mobilisations communes, un calendrier commun pour essayer de peser plus fortement ensemble et pas chacun dans son coin. Comment par exemple on se retrouve autour de la bataille contre la privatisation d'ADP, des barrages, etc. Parce qu'évidemment c'est pas que ADP, hein, c'est pas que les aéroports de Paris derrière. Hein. Je sais que vous avez l'action demain sur les barrages. Bon, sur le barrage, c'est aussi comment on se bat contre tout ce qui est prévu après ADP, en fait, et pendant ADP d'ailleurs. Donc c'est comment on converge autour de cette campagne-là, comment on va pouvoir converger sur les retraites, comment on va pouvoir converger contre les accords de libre-échange, etc. quoi. Donc j'espère qu'on arrivera voilà, jusqu'aussi à cette discussion-là, qui est plus aussi une discussion stratégique hein, de mouvements sociaux. Et je finirai là-dessus, c'est que voilà, on ne fera pas de mobilisation nationale ou internationale réussie sans mobilisation locale très forte. C'est-à-dire que ça reposera avant tout, et sur ADP c'est très clair, ça reposera avant tout sur le terrain et la capacité au niveau local de mener ces batailles-là de manière coordonnée entre beaucoup de collectifs locaux. Voilà, donc bonne discussion dans les groupes, c'est ça. Après, localement, je pense que ce qui est intéressant au bout de 20 ans d'existence d'Attac sur le terrain, c'est que Attac n'est pas un parti politique, c'est-à-dire qu'il n'est pas exclusif, on est dedans ou on est dehors. C'est pas non plus un syndicat qui est spécialisé, c'est une association. Et la place d'Attac, c'est une place qui est reconnue, c'est-à-dire qu'on vient chercher Attac parce que Attac est quelque chose qui est transversal, qui est une assise. Et il y a des partis politiques qui disent ben, nous on ne peut pas organiser. Mais si c'est Attac qui le fait, par exemple pour la lutte contre l'état d'urgence, eh ben on suit. Très récemment, il y avait le 21 septembre la marche, des marches partout sur le climat. Il y avait aussi simultanément des marches pour la paix par rapport à la Convention internationale de l'ONU. Et c'est souvent qu'on entend dire mais est-ce que Attac peut prendre l'initiative? Donc c'est une place qui est reconnue. Ça ne veut pas dire pour autant que les militants se multiplient. Malheureusement, ce n'est pas forcément le cas, mais Attac sur le terrain a une place reconnue, qui est une place transversale, et ce qui permet de faire des liens. Une chose qui s'est produite, c'est un changement dans la vision stratégique et tactique de comment on peut agir sur le monde. En particulier, tu en as parlé tout à l'heure, l'idée de désobéissance civile qui n'était pas dans les gènes d'Attac et qui petit à petit apparaît comme quelque chose de nécessaire pour arriver à faire bouger les gouvernants, pour arriver à faire bouger l'opinion. Donc il y a l'histoire comment appelle-t-on ça déjà, pas le vol de chaises, puisque c'était pas un vol, le fauchage de chaises. Oui, emport de chaises. Bon. Et puis plus récemment, il y a l'idée qu'une manif interdite, c'est peut-être une manif dans laquelle il faut aller quand même.
Et puis, dans la transversalité dont il a été parlé tout à l'heure, elle a fait que dans les événements très importants qui se sont produits cette année, en particulier le mouvement des Gilets jaunes, eh bien, les attaquants se sont vite sentis concernés par ce que disait ce mouvement, par les couches qu'il était capable de remuer et par les méthodes d'action. Et du coup, il y a là un pont qui se tisse aussi à partir des gènes d'attaque qui sont plutôt des gènes théorisants, hein, qui proviennent d'un comité scientifique. Et là, il y a une mouvance d'action qui est quelque chose de nouveau et d'important. On parle beaucoup de services publics, on parle beaucoup de biens communs. Quel est le lien chez nous entre services publics et biens communs? Et ensuite, quel lien peut-on faire? Et de quelle façon Attac, effectivement, peut travailler sur cette question de la défense des biens communs? Le groupe a parlé de la définition, effectivement, redéfinir qu'est-ce que sont les biens communs. Est-ce que c'est l'eau, la terre, la sécurité sociale, les produits agricoles, etc. Et on posait la question, c'est surtout une question de répartition de la richesse pour y avoir accès à ces biens communs. Et la gestion, est-ce que gestion publique et gestion privée, la plus efficace et comment on la contrôle démocratiquement. Comment s'assurer que les élus soient formés pour être juridiquement compétents et informés, par exemple sur les traités type CETA? Non, serait-il pertinent qu'Attac, association d'éducation populaire, contribue officiellement à enrichir l'analyse de la lutte politique et économique des Gilets jaunes, notamment autour de cette thématique? Comment s'impliquer davantage avec les Gilets jaunes, les syndicats, les mouvements associatifs et revendicatifs? Lutte actuelle type urgentiste. Merci pour vos questions qui ne sont pas faciles. Non, j'ai commencé par la question des... elles sont passionnantes par ailleurs, ces questions-là. La question des biens communs et de sa définition, si vous voulez. Bon, je vais commencer très large. En fait, en économie, je vais là prendre ma casquette économiste, mais quand on parle de biens publics ou biens communs, alors déjà quand on parle de biens publics, je vais arriver après au commun, quand on parle de biens publics, en fait, il y a deux définitions possibles. Il y a celle de l'économie néoclassique, l'économie vraiment des dominants, qui dit qu'un bien public, en fait, c'est extrêmement restreint. C'est vraiment ce que l'économie marchande ne peut prendre en charge. Et en fait, c'est très restreint. C'est en gros ce qu'on appelle non divisible, en gros, ce serait l'air, ce serait vraiment... Et puis, il y a une autre définition, qui est la définition de l'économie politique, ce qu'on appelle hétérodoxe, qui est une économie aujourd'hui qui est dominée. Hein. Parce qu'il faut savoir que nous, dans le champ, je ne sais pas si certains sont ici dans le champ académique, économique, on est dominé aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que toute cette économie qui se revendique de la pluralité, du keynésianisme, du marxisme, etc., on est complètement dominé au niveau académique, enfin, du moins dans les lieux de pouvoir, etc. Et donc, en fait, il y a une autre conception des biens publics qui est au contraire de penser que les biens publics, c'est ce que la société souhaite avoir en commun, souhaite pouvoir être accessible à chacun, et pour lequel on souhaite aussi qu'il y ait préservation de ce bien public. Donc, par exemple, on peut considérer que... les économistes néoclassiques vont considérer que la santé peut tout à fait être gérée par le privé. Parce que finalement, le marchand peut tout à fait gérer la santé. C'est l'idée des néoclassiques. Hein. En fonction des moyens de chacun, on accède à la santé. Voilà. Et puis, il y a cette idée aussi que nous, on défend dans l'économie hétérodoxe, qui est de dire si la société pense que la santé doit être accessible à chacun, si elle doit être préservée pour chacun, eh bien, il faut des mécanismes qui ne soient pas privés
c'est des mécanismes publics qui permettent à chacun d'y accéder de manière juste et à un niveau suffisant, quoi. Alors ça, c'est ce qu'on appelle, c'est tout un débat sur les biens publics, hein, mais qui est quand même très, très fort, hein. Et après, sur les communs ou les biens communs, alors, on fait souvent c'est difficile de faire la distinction entre les deux, mais au fond, l'idée de commun, c'est que c'est pas que du public. C'est-à-dire que ça n'est pas forcément géré par l'État ou par la collectivité locale, c'est pas forcément géré que par la puissance publique. Et si c'est géré par la puissance publique, ça doit être géré sous contrôle citoyen. C'est-à-dire que, par exemple, on a ce débat sur les aéroports de Paris. Ok, c'est bien de vouloir laisser public les aéroports de Paris. Enfin, c'est comment on fait pour qu'il n'y ait pas, par exemple, la construction d'un terminal 4. Parce que même si ça reste public, il pourrait y avoir la construction du terminal 4. Sur EDF, c'est comment on fait pour avoir sous contrôle citoyen une entreprise qui prône à mort le nucléaire, etc. Bon. C'est comment on fait pour faire une sortie progressive du nucléaire, ou en tout cas de répondre à des choix démocratiques. Je ne vais pas rentrer dans le débat sur le nucléaire, mais en tout cas qu'on pose ce débat-là, qui ne reste pas un tabou, voilà. Et ça pose aussi des questions, des discussions hein, qui ne sont pas simples avec les syndicats de salariés de ces boîtes-là, qui ont des postes à défendre, et comment on fait pour avoir un dialogue citoyen et un contrôle citoyen qui ne soit pas seulement celui de l'autorité publique et celui des salariés, qui soit aussi celui des usagers, celui des collectivités locales, parce que, par exemple, une boîte comme EDF ou un aéroport comme celui ceux de Paris, enfin de l'Île-de-France, eh ben, ça concerne, si je prends l'aéroport de Paris, ça concerne les riverains, ça concerne les gens qui voient les avions passer au-dessus. Souvent, c'est les classes les plus populaires d'Île-de-France, hein, parce que quand on a sa maison en dessous des avions qui passent, c'est souvent qu'on n'a pas réussi à avoir une maison ailleurs, ou un appart ailleurs. Ça concerne les collectivités locales, etc., quoi. Donc l'idée de bien commun, c'est si c'est sous forme, ça peut être sous forme étatique ou de collectivité locale, propriété vraiment publique au sens de l'État et voilà, voilà, et donc ça pose la question du contrôle citoyen, mais c'est aussi intégrer dans cette réflexion-là la place des associations, des coopératives, comment en fait ces associations, ces coopératives peuvent prendre en charge des biens communs. Et il y a, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a une géographe qui a le prix Nobel d'économie, pour une fois qu'il y a une femme qui a le prix Nobel d'économie, qui s'appelle Ostrom, et qui a été vraiment, voilà, qui a été, du moins c'est vraiment, elle a une influence très forte sur cette idée de commun. C'est l'idée aussi que des communautés, alors elle a beaucoup travaillé sur les communautés de pêcheurs, etc., ou d'irrigation par exemple, c'est comment des petites associations locales, par exemple d'irrigation ou autres, peuvent gérer de manière communautaire, tout en préservant les biens communs. Ben, moi qui travaille dans le domaine, du coup certains connaissent bien ici, les associations pastorales, ben, c'est ça, c'est des communes qui se mettent ensemble, des groupements de producteurs, d'éleveurs qui se mettent ensemble et qui gèrent un bien commun qui est celui des estives, par exemple. Ici, bon, c'est quand même une question importante dans la région. Comment des associations pastorales gèrent de manière commune un bien commun ensemble, y compris en lien avec d'autres usagers, riverains, etc. Donc pour moi, ce qui est important dans l'idée de commun, c'est qu'au-delà du terme bien public, c'est pour ça que je préfère moi aussi le terme commun, c'est que c'est pas seulement l'État ou la collectivité locale hein, qui peut gérer un bien commun, ça peut être aussi l'association, la coopérative, etc., sous contrôle citoyen. Donc, comment on fait ce contrôle citoyen aussi? Bon, moi, là, je pense qu'il y a une tonne d'initiatives que vous connaissez, hein, mais voilà, moi, j'ai été très impliquée pendant un temps dans une crèche parentale. Voilà, c'est comment, dans ce type d'initiative concrète, eh ben, on réinvente aussi des façons de faire qui ne sont pas forcément dans le giron de l'État ou de la collectivité locale, des façons de faire qui aujourd'hui n'ont pas la place, parfois, par exemple dans une crèche publique. Voilà, on a fait des choses, nous, dans une crèche parentale qui, aujourd'hui, n'étaient pas envisageables dans un cadre purement public. Et comment on a, voilà, aussi ce contrôle citoyen de ce type d'associations, de coopératives, etc., pour qu'elles œuvrent dans le sens de l'intérêt général. Donc c'est aussi redonner des moyens. Et je sais qu'on est dans une région où le conseil régional a enlevé beaucoup de moyens à ce type d'associations, d'alternatives concrètes, etc. Et c'est vrai que pour moi, c'est voilà, une vraie gauche politique. Elle donne non seulement des moyens aux services publics
mais elle les met sous contrôle citoyen et elle donne des moyens aussi aux associations, aux coopératives, etc., qui répondent à l'intérêt général. Et je pense que ça, voilà, c'est extrêmement important. Et alors après se pose une dernière question, parce que moi je suis dans le domaine agricole, donc forcément on se pose la question, c'est est-ce qu'une entreprise privée peut gérer du commun? Ben, nous, il se trouve que dans le domaine agricole, on garde quand même des... C'est un des rares secteurs où la majorité, en tout cas en France, des exploitations restent familiales. Et vous prenez même, alors je vois là, il y a des copains de la Confédération paysanne, voilà, c'est une structure familiale, une exploitation familiale, une ferme familiale, et ben, elle peut gérer aussi la terre, par exemple, et des biens communs, même si c'est une structure privée qui n'est pas forcément associative ou coopérative. Mais c'est comment aussi, enfin voilà, moi je ne suis pas pour que tout soit associatif, coopératif, public, c'est aussi comment des structures familiales ou même des entreprises privées sont sous contrôle citoyen et comment on préserve aussi des structures privées qui répondent mieux que les autres à l'intérêt général. Parce que ça nous permet aussi de nous renouveler, ça nous permet de nous bousculer, de bousculer nos propres idées, d'être peut-être plus sociologiquement divers aussi. Enfin, il faut se le dire, quoi. Et je trouve que ça fait du bien, ça nous renvoie aussi à notre nécessité de peut-être faire de l'éducation populaire autrement, peut-être en descendant de Bac plus 12, enfin nos discours Bac plus 12, enfin, parce qu'il faut se dire ça aussi, hein, des fois on n'arrive pas à être convaincant parce que voilà, on parle pas de la vie concrète des gens, quoi. Enfin, moi je parle pour moi en tout cas, hein, je sais pas... C'est-à-dire comment on parle beaucoup plus concrètement de la vie quotidienne des gens et comment on le rattache au système, quoi. Enfin, pour moi, c'est ça la clé, quoi. C'est-à-dire comment, en fait, on part des problèmes concrets, quotidiens, de la très grande majorité de la population, comment c'est relié à un système, à des politiques particulières, etc. Et ça, je pense qu'on a encore beaucoup de chemin à faire et que le mouvement des Gilets jaunes, quelque part, nous apprend beaucoup de choses là-dessus. Pour moi, il nous apprend une deuxième chose, c'est la radicalité de l'action. C'est-à-dire que face à la brutalité du gouvernement, qui a décidé aujourd'hui d'une répression enfin, quand même extrêmement forte, que nous on a encore vécu samedi à Paris sur la marche climat, hein, et puis dès le matin à 9h. Donc je pense qu'on a un gouvernement qui en tout cas essaye d'imposer de manière extrêmement brutale un système de destruction, enfin, c'est-à-dire une destruction des droits sociaux quasi systématique, qui s'en prend à tous les pans des mécanismes de solidarité de l'État. Ce gouvernement, pour mener, enfin en gros, mène le néolibéralisme économique à un point qui n'a jamais été atteint, et pour faire ça, il a besoin de faire taire toutes les voix, quoi. Et donc il a besoin de nous faire taire, il a besoin de casser toutes les convergences possibles, surtout pas de convergence entre gilets jaunes, organisations syndicales, des mouvements comme Attac, le mouvement climat, les mouvements anti-répression, le mouvement de quartier populaire, surtout pas de convergence. Ce qui fait que samedi matin, quand on s'est réunis à 9h place de la Madeleine de façon inédite, appel par Attac solidaire, les gilets jaunes, Greenpeace qui annonce qu'il vient, et bien qu'est-ce qu'ils font? Ils nous interdisent tout rendez-vous dans l'ouest parisien. Ils nous attendent avec les flics, ils nous empêchent de rentrer sur la place, etc. Bon, c'est ça qui se passe, hein. À 14h30, pareil, marche convergente, etc. On essaye de casser par une répression policière extrêmement importante. Voilà. On l'a vécu, voilà, on le vit, voilà, on le vit depuis maintenant plusieurs années en fait sur les manifestations. C'est plus des manifestations familiales, on peut plus amener les gamins, on peut plus, enfin voilà, c'est ça qui se passe. Et donc face à ça, pour moi, on n'a pas de choix, on n'a pas d'autre choix que de la convergence, c'est-à-dire que il va falloir faire avec nos, et tant mieux, avec nos différences de culture militante. Il va falloir aussi, moi je vois dans un mouvement comme Attac, ça nous fait du bien parce que peut-être que ça nous fait réfléchir aux moyens de dépasser nos cercles de convaincus et de faire de se mobiliser autrement par des actions de rue, par des actions d'occupation, par une façon d'écrire, d'agir sur les réseaux sociaux, etc. qui est différente. Et je pense que tout ça nous fait du bien, de la même façon que les marches climat nous font du bien, ça fait arriver des nouvelles générations, notamment. Voilà, il y a tout un tas de mouvements, je trouve, qui sont, voilà, mais qui en même temps, je suis d'accord, alors je ne réponds pas concrètement à la manière, qu'est-ce qu'on fait exactement pour, par exemple, agir avec les gilets jaunes. Ce que je vois, et je finirai là-dessus, c'est que
quand même, moi je vois qu'il y a plein de comités locaux d'attaque qui travaillent, qui mobilisent avec les Gilets jaunes. Voilà, alors je disais certains dès le départ, d'autres au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'il y a une défiance réciproque qui s'est amoindrie, et qui petit à petit a amené à des vraies convergences, des vraies mobilisations comme vous allez connaître demain ensemble, des actions ensemble. Et ça, franchement, en un an, moi je trouve que c'est génial. Enfin, moi je sais que ça me redonne beaucoup d'espoir et j'espère que c'est votre cas aussi, quoi. Et sur les marches climat, c'est pareil. Je veux dire, les jeunes qui brandissent « changeons le système, pas le climat », une Greta Thunberg qui est une gentille petite fille jusqu'à ce qu'elle dise, enfin en gros qui est vue comme une gentille petite fille jusqu'à ce qu'elle dise non mais nous on va attaquer la France parce que en fait irresponsabilité climatique, et que là ça commence à devenir autre chose pour Macron et son gouvernement, et ben ça fait vachement bien parce qu'on se dit bah ouais que en fait tout ça est très politique et qu'il y a des convergences vraiment possibles. Aujourd'hui moi je trouve que les syndicats de salariés en tout cas, beaucoup de syndicats de salariés, en tout cas ceux qui nous sont les plus proches, sont aussi dans une dynamique de convergence qui est extrêmement enrichissante, qu'il y a beaucoup de mouvements anti-répression, des quartiers populaires, etc., avec lesquels on arrive petit à petit à converger. Et oui, ça va nous faire bouger, ça doit nous faire bouger chacun dans notre façon de faire. Et les campagnes, moi, que je vois dans lesquelles on va pouvoir s'investir là-dessus, il y a la campagne contre la privatisation des aéroports de Paris, parce que c'est une question à la fois sociale, écologiste, etc. Il y a la question du climat, puis il y a la question des retraites à venir, hein, vous l'avez vu, et ça va monter très fort, quoi. Et les retraites, eh ben oui, c'est pas seulement les retraités ou futurs retraités dans quelques années, c'est toutes les générations à venir. Et j'espère que ça va, voilà, c'est les syndicats de salariés, mais j'espère que ça va aller bien au-delà de ça. Et quand on voit les sondages, hein, c'est très clair, hein, il y a une très grande majorité de la population qui s'oppose à ça aujourd'hui, à toute remise en cause de ce mécanisme de solidarité qui est le système de retraite aujourd'hui en France. Et j'espère que ça va permettre en tout cas, enfin, et je pense qu'on va y arriver, de mettre un terme en tout cas à cette destruction systématique de l'État social et des biens communs par Macron. En fait, quand on dit tous il faut changer le système, c'est ce que disent dans le mouvement climat les jeunes, hein, changeons le système, pas le climat. En fait, c'est comment on change le système ensemble et comment on arrive à construire ensemble des projets alternatifs, parce qu'il y en a sans doute pas qu'un, et comment en fait la notion de bien commun, de socialisation des richesses. Beaucoup parlé du contrôle citoyen, donc c'est une question certes passionnante, mais moi je me demande aujourd'hui, la question que je me pose c'est qui peut exercer aujourd'hui un contrôle citoyen, ou le contrôle citoyen, pardon. Dans les institutions actuelles, c'est déjà un peu compliqué. Après, si c'est un contrôle de citoyens éclairés, comme ceux qui sont là aujourd'hui, globalement, ça pose quand même la question je veux dire, de la limite, je veux dire, du contrôle citoyen. Donc moi, je pense qu'il faut aussi qu'on agisse collectivement, chacun dans nos organisations. Moi, je suis à la CGT, d'autres ailleurs, bon, peu importe. CGT Finance, d'ailleurs, donc, qui est... C'est l'administration d'attaque. Hein. Voilà, je sais, c'est pour ça. Donc je connais un peu la création d'attaque, un petit peu. Et moi, la question que je me pose davantage, c'est comment on arrive aujourd'hui à favoriser l'engagement citoyen, parce que pour exercer un contrôle, il faut déjà qu'il y ait un engagement. Alors un engagement, quel que soit l'engagement, hein, mais qu'on puisse intervenir sur les choses concrètes. On parlait de l'eau tout à l'heure. Bon, moi je vois, je suis élu municipal. Je veux dire, franchement, il y a des collectivités, des communes, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Tranquillement, hein, je veux dire. Alors là, ils vont apprendre le lendemain, les citoyens, qu'il y a eu une augmentation ou un changement de mode de gestion ou quoi que ce soit. Et je rebondis sur le monsieur qui est intervenu tout à l'heure. Donc je comprends pas. Moi, il n'y a pas deux modes de gestion. Hein. Il y a un mode de gestion public, hein, qui est la régie, et puis un mode de gestion privé par délégation de service public. Quelle que soit la forme, ça peut prendre la forme d'une SEM, d'une SPL ou d'une privatisation bien pure.
Mais je crois que c'est une vue de l'esprit, et ça, certains nombres d'élus embrouillent un peu là-dessus en disant bon, on n'a pas pris le pire, c'est la privatisation directe, on a pris un truc intermédiaire qui s'appelle, mais c'est quand même une délégation de service public. Ça, c'est un point de truc. Donc ma question, elle est sur comment aujourd'hui, parce qu'on rencontre quand même un certain nombre d'obstacles, hein, on fait participer les citoyens, je veux dire, dans l'engagement pour qu'après ils puissent exercer un contrôle. Parce que moi je vois dans le cadre des réflexions qu'il y a sur des élections là, municipales qui approchent, il y a plein de cadres qui se mettent en place. Mais comment on remplit le cadre, quoi? Parce que les cadres, on va les trouver. Hein, ça, alors là, il y aura toujours des meilleurs pour trouver les meilleurs cadres. Moi, ma question, c'est comment, et j'y arrive pas, hein, j'ai pas la réponse en tout cas, pour l'instant, comment on remplit les cadres. Bon, il se trouve que nous, on était au Pays Basque contre G7 un certain nombre. Bon, par exemple, au Pays Basque Sud, voilà, avec, il y a tout un tas d'expériences municipales. Voilà, de démocratie locale, d'autogestion municipale, etc., qui sont mis en place. Je veux dire, après, historiquement, il y a eu les communes de Porto Alegre, etc., mais qui ont réussi, alors certes sur le long terme, hein, mais qui ont réussi à impliquer les gens, à impliquer les citoyens, à les rendre encore plus citoyens, à s'intéresser à la vie publique. Et je pense que là, il y a aussi tout un projet politique derrière, c'est-à-dire que si on offre aux gens la capacité de s'intéresser, de les rendre acteurs, voilà. Mais ça demande, enfin, j'ai envie de dire, ça demande une sacrée volonté politique, mais n'empêche que quand elle a eu lieu, il y a eu des expériences de ce type-là au niveau municipal. Hein. Et il y a aujourd'hui effectivement tout un courant de réflexion pour faire en sorte que, dans des, disons, à d'autres échelles, par exemple dans les entreprises, des grandes entreprises publiques, il puisse y avoir aussi des associations de ce type-là, en donnant les moyens. Alors attention, ça veut dire donner les moyens aux organisations associatives ou syndicales de vraiment pouvoir représenter et contrôler. Donc il faut qu'ils aient... Cela, par exemple, en termes syndicaux, après les dernières lois de travail, évidemment, les syndicats ont de moins en moins de moyens, ils ont de moins en moins de gens pour pouvoir aller siéger ici et là. C'est comme ça qu'on empêche le contrôle citoyen. Donc ça veut dire aussi donner véritablement les moyens aux associations, aux citoyens, etc., pour exercer ce contrôle-là. Et du coup, ça fait penser d'ailleurs que sur les municipales, il faudra... Enfin, c'est assez clé, quoi. Vous avez raison. C'est comment, déjà au niveau municipal, on permet aux citoyens d'avoir un véritable contrôle. Et j'en arrive justement à la question sur régie publique ou délégation privée. Oui, pour moi, il n'y a pas d'intermédiaire. Je vais vous donner juste un exemple, qui est, nous, celui de Montreuil. Il se trouve qu'on a... moi, je fais partie d'un collectif de 250 parents d'élèves. Et on a réussi à arracher, je ne dis pas que même le maire lui-même, il dit qu'il ne l'aurait pas fait lui-même, tant mieux. Enfin, tant mieux, ça veut dire qu'on a eu quand même un certain pouvoir à un moment donné. On a réussi à décrocher le fait que ça y est, une décision de municipalisation du plus gros service de la ville, qui est la cantine, qui était en délégation privée Sogeres, et qui passerait d'ici 3-4 ans en municipal. 8000 repas par jour, enfin bon, je vous passe le détail, c'est un énorme service. Bon. Par ailleurs, avec tout un projet derrière, c'est pas que le municipal, hein, c'est le bio, c'est du local, etc. Mais ce qui est très intéressant dans le projet, enfin ce que nous on revendique, et j'espère que ça se fera, hein, c'est que ce ne soit pas seulement remunicipalisé, quoi. C'est-à-dire qu'on gère vraiment ensemble cette remunicipalisation. C'est-à-dire que dans le cahier des charges, c'est vrai qu'on a, voilà, on a travaillé avec les équipes de la mairie, c'est pas simple. Et parfois on râle parce qu'on a l'impression de ne pas être vraiment associé, ça dépend. Mais au moins, voilà, il y a cette idée que on travaille ensemble sur cette remunicipalisation, que c'est pas la mairie toute seule qui décide, et pas les élus tout seuls, c'est ce collectif de parents qui est très divers, avec plein d'écoles représentées. C'est après la difficulté dans une ville comme Montreuil, mais voilà, qu'il ne reste pas que les classes socioculturelles, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est particulières, CSP+, cadres supérieurs, etc., qui sont impliqués, et que vraiment soit tous les quartiers, toutes les classes sociales, et qu'on réponde aussi à des problématiques qui ne sont pas que ceux des gens qui ont, la culture militante pour en faire partie, quoi. Et qu'on arrive du coup à élargir comme ça, et à travailler notamment, nous on a tout ce problème-là, de travailler avec les quartiers populaires. Comment on fait en sorte que cette remunicipalisation de cantine, elle intègre les quartiers populaires et leurs souhaits, que ce ne soit pas seulement du bio pour les bobos, entre guillemets, hein, je dis, mais que vraiment il y ait une problématique
liées à ces quartiers-là. Voilà. Et ça, c'est tout un projet. Et c'est là que le niveau municipal, il est passionnant, parce que ça pose la question des biens communs, mais de la démocratisation des biens communs, au-delà d'une simple remunicipalisation. Mais je suis d'accord, pour moi, il n'y a pas d'intermédiaire. Par contre, dans la remunicipalisation, il y a différentes façons de remunicipaliser. C'est pas parce que c'est une régie publique que ça va répondre à l'intérêt général. Donc c'est comment faire en sorte, dans nos batailles sur l'eau, sur les cantines, etc., non seulement d'avoir une remunicipalisation, mais de ne pas la faire comme il y a 20 ans, enfin, que ce ne soit pas municipal comme il y a 20 ans, mais que ce soit municipal, démocratique, et que ça repolitise tout un tas de citoyens à travers ces questions qui nous concernent. La cantine des gamins, voilà, c'est comme les urgences, hein, c'est une préoccupation très concrète de la façon dont mangent nos enfants tous les midis, quoi. Et